C'est un travail. Pour beaucoup, c'est un travail. Je suis chevrière, je suis fromagère, je vends mes fromages. Mais pour moi, personnellement, c'est pas comme un travail. C'est une activité, passionnante, de laquelle je vis, puisque forcément, il y a une rétribution en argent. Mais c'est une activité. Je vis au contact de mes bêtes et on est en osmose. Et l'agriculture, c'est la vie. Et donc, j'ai pas l'impression, moi, de travailler. Bonjour les amis, bienvenue dans Tinalagi, le podcast, l'émission où l'on partage son expérience. Mes invités ont changé de vie, ils ont décidé de faire les choses autrement, ils ont pris des risques pour être plus heureux, pour choisir leur vie. Alors, ils vont te parler de leur cheminement, ils vont te partager tous leurs conseils, ça peut résonner en toi. Moi, ils m'inspirent, ils peuvent aussi t'inspirer et ils peuvent t'amener à changer. Si ce podcast te plaît, si tu veux recevoir les prochains épisodes, pense bien à t'abonner à notre chaîne YouTube Tinalagi ou bien sur Spotify si tu préfères la version audio. Bonjour Audrey. Bonjour Gladys. Tu vas bien? Oui Gladys, merci. Alors Audrey, tu es chevrière, donc tu as changé de vie, tu as 47 ans et tu vis dans le Var. Avant, tu étais assistante de direction, tu vas nous raconter tout ça, donc tu es maman, en couple avec 3 enfants, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Donc, raconte-nous un peu ce changement de vie. Donc, aujourd'hui, ta nouvelle vie, c'est avec tes chèvres. Tu fais aussi des fromages. Donc, tu es un peu devenue une Heidi. Je suis Heidi en blonde. Alors, raconte-nous un petit peu quelle était ta vie d'avant et comment est venu ce déclic pour vraiment changer radicalement en fait de vie. Alors, j'étais effectivement assistante de direction dans une petite entreprise à Toulon. J'étais avec une équipe de techniciens et je travaillais 8 heures par jour dans un bureau et je faisais beaucoup de routes pour aller à mon travail puisque j'habite dans le centre Var et que Toulon, c'est sur la côte. Voilà. Et ma petite vie, c'était une vie, comme beaucoup de gens la vivent, c'est-à-dire boulot, dodo. Et les week-ends et un peu de vacances et voilà. Et en fait, on avait l'impression de tirer la langue malgré tout, malgré le fait d'avoir nos week-ends et nos vacances et d'avoir chacun un salaire avec mon mari et d'avoir une jolie maison, et on avait l'impression de pas vivre. Voilà. Le déclic, du coup, il est venu comment, Audrey? Alors, le déclic, il est venu du fait que moi, j'ai toujours vécu, à côté de chez ma grand-mère, il y avait un berger. Et j'ai toujours adoré les ruminants, les chèvres et les moutons. Et malgré tout, mes parents, ils sont pas issus de l'agriculture, donc ma vie, elle n'était pas ficelée pour devenir éleveuse. Mais un jour, j'ai rencontré des chevriers pas très loin de mon domicile, et tout ce que j'avais vécu dans mon enfance est revenu. Et j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Et voilà. Et un jour, il y a eu une annonce qui est passée, comme quoi un chevrier en Ardèche cédait son exploitation. Et j'ai lu l'annonce qui est passée sur la page Facebook des Colibris. Et c'était comme une évidence. Voilà, il fallait que ce soit ça, que je devienne chevrière. Et du coup, donc, tu as vu cette annonce et tu t'es dit, c'est pour toi. Alors, j'avais très envie que ce soit pour moi, mais c'est mon mari qui m'a dit, mais vas-y, postule. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était pas envisageable, étant donné que moi, je sais que je suis pas chevrière. Donc, je pouvais pas aller dire à ce monsieur qui cédait son exploitation, je voudrais reprendre votre exploitation. Mais Cyril, lui, il était détaché de ça. Il m'a dit, vas-y, postule. Et j'ai dit, mais comment je fais puisque je suis pas formée pour ça? Il me dit, va le rencontrer et au moins, tu sauras ce que tu dois faire pour le devenir. Et comment ça se fait que ton mari, donc Cyril, lui, il savait, en fait, il sentait que toi, tu avais vraiment cette envie au fond de toi? Alors, non seulement il voyait que je m'épanouissais pas dans la vie que je menais, et effectivement, lui, il sait très bien que ma vie, elle est tournée vers la nature et les animaux, et que voilà, quand on avait rencontré 2 ans auparavant les chevriers qui habitent pas très loin de chez moi là, il a vu quel engouement j'avais pour m'occuper des bêtes. Je suis allée plusieurs fois les voir ces chevriers pour apprendre à traire à la main, pour apprendre la fabrication du fromage. J'étais passionnée par ça. J'allais y passer des week-ends et il a bien compris, il savait.
Donc, toi, lui, il savait, toi, non. Toi, tu n'étais pas sûre. Tu t'es dit, non, mais moi, je ne suis pas chevrière. Oui, moi, je savais que j'étais pas formée pour. Je Hmm. savais que j'ai manqué tellement de choses et que j'ai pas comment dire, quand on a des parents qui sont issus de l'agriculture, c'est souvent plus simple. On a baigné dans le milieu. Moi, j'ai baigné dans un milieu. Ma mère travaillait dans un journal. Mon père était enseignant. Donc, c'est plus un monde. On était plus urbain que ruraux. Hmm. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu as Alors, écouté ton mari. voilà, les circonstances voulaient qu'on était en vacances. On avait cette possibilité, cette opportunité qui se serait pas produite à un autre moment. Là, on était disponible. Donc, on a dit qu'on allait en profiter pour visiter l'Ardèche et pour se rendre sur place. Et cette personne que j'ai rencontrée, elle m'a donné plein de pistes en fait, pour non seulement savoir où me former, mais également comment bénéficier d'un fonds de formation et vers quel contact me diriger pour pouvoir avoir les éléments nécessaires. J'étais orientée tout de suite par cette personne. Et donc, à peine on est parti que j'avais déjà téléphoné à la Chambre d'agriculture, au centre de formation de Digne, qu'on m'avait aiguillé aussi, je ne sais plus si c'est la Chambre de formation ou si c'est le centre de formation qui m'a aiguillé pour me dire où est-ce qu'il fallait que je contacte le fonds GESIF pour bénéficier d'un plan de formation, d'un fonds de formation. Donc là, c'était clair dans ta tête, tu allais faire tout ce qu'il fallait pour devenir chevrière. Ah bah là, oui, c'était comment dire, il y avait tellement d'informations positives et de pourquoi pas. C'était pas c'est difficile. On m'a pas dit vous allez vous heurter à des choses ça va être compliqué. Mais non, c'est faisable. Vous avez des centres de formation, vous avez des personnes qui peuvent vous orienter, on m'a donné des tas d'informations qui m'ont permis, moi, de poser mes candidatures un peu partout en tant que futur élève, en tant que demandeur de fonds de formation. J'avais toutes les pistes pour réussir, quoi. On m'a bien orientée. Et du coup, comment on sait qu'on est sur le bon chemin? On ne le sait pas, on y croit. On fait tout on met tout de notre côté pour réussir. Et la chose qui, moi, m'a aidée, c'est que j'étais complètement suivie par ma famille. Mon mari, il était à fond derrière moi. Il m'a jamais dit, t'es sûr que c'est quelque chose qui est fait pour nous, t'es sûr qu'on va y arriver, t'es sûr de toi. Il m'a jamais dit ça. Il m'a toujours écouté dans tout ce que je disais et il était partant et ouais, super et ouais. Donc c'était aussi pour ça que je savais que j'allais réussir, c'est que j'avais le soutien de mon mari. Mes enfants étaient super contents pour moi de voir que voilà, moi j'étais partie sur une nouvelle idée, un truc génial. Donc je n'avais pas l'impression que ça pouvait échouer. Ouais, le confort, tu n'avais pas cette peur de ton confort de vie, justement, de ta vie établie avec ta famille. Non, tu t'étais pas dit, je gagnerais peut-être moins. Enfin, j'en sais rien. Tu t'es pas posé ce type de questions. Non, parce que quand on vit la vie qu'on mène de fou, qu'on n'est pas épanoui, que tout est tension et tout ça, c'est comme une bouffée d'air. On se dit, ça va être super, l'argent, bah, il viendra comme il viendra. On va tout faire pour que la vie soit confortable quand même. Mais comment dire, on sait que c'est envisageable. Il y a des tas de chevriers partout et on sait qu'ils en vivent et qu'ils sont heureux de vivre auprès de leurs bêtes. Et je savais que ça serait de toute façon mieux parce que je serais épanouie de le faire, épanouie de gérer mon exploitation, de vivre ma vie comme je l'entends et auprès des bêtes et dans la nature. Donc, j'avais pas de crainte. Ouais, mais justement, parle-nous un petit peu des avantages de ta nouvelle vie, de ce que tu t'y trouves par rapport à justement cette ancienne vie dont tu parlais. Alors, la première, c'est que moi, je vis auprès des bêtes et les bêtes, c'est extraordinaire. J'ai une 50aine de chèvres, j'ai des canards, des chiens, des chats, des lapins et ça me remplit ça, c'est mon bien-être. Les avantages, c'est que je suis la seule décideuse de ce que je fais de mes journées. Je suis mon propre patron, je gère mon exploitation, alors à mon rythme et au rythme de mes bêtes.
Donc oui, il y a des contraintes, hein. Les bêtes, c'est vivant, c'est des êtres vivants et qui réclament autant de, comment dire, de confort que nous, même si c'est un confort différent, mais ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on les nourrisse, qu'on soit gentil avec eux et qu'ils aient de la place. Et je suis toujours en train de gérer pour que, dans le but qu'ils soient bien. Donc c'est un tout petit peu contraignant, mais on le fait en étant collègues, on se retrouve là-dessus. Moi, je les vois bien et j'ai du coup envie que, enfin, tout se passe bien et je sais pas comment l'expliquer, mais Vous êtes en symbiose, en fait. C'est un peu ça. c'est ça, c'est une symbiose. C'est une symbiose, ouais. Et oui, en plus, donc, je travaille à mon rythme. Donc, je fais les choses dans l'ordre qui me conviennent. La priorité, c'est les bêtes, mais après, dans l'organisation de mes journées, voilà, c'est moi qui gère. Et Donc ça, c'est… t'es plus assise non plus, on peut dire ça. Effectivement, alors ça, c'était un gros point aussi, c'est que je partais le matin, il devait être 6h30, j'étais dans ma voiture. Donc là, j'ai plus de voiture. Enfin, si, j'ai une voiture, mais je m'en sers beaucoup moins. Je suis donc plus assise pendant 1h30 dans des bouchons à piailler parce que en face de moi, ça n'avance pas. J'ai plus 7 heures de bureau. Le retour le soir, pareil. Et on arrive, on se met dans le canapé et on se sent inutile. Enfin, je me sentais vraiment pas bien. Donc, effectivement, je suis plus assise et je suis plus enfermée. Il y a une partie de ma journée qui est dans la fromagerie, mais c'est mon laboratoire et je l'ai conçu moi. Il est adapté à comment dire, à mes activités, à ma taille, à mes déplacements, mes petites manies. Donc, tout est fait pour que ça se passe bien. Et je passe beaucoup de temps donc dehors, active. Il y avait quelque chose que j'aimais pas, c'était quand j'étais assise, justement, j'avais tout le temps froid parce que je me bougeais pas. Là, je suis bien, je me sens vivante et je me sens réchauffée et voilà. Et physiquement, c'est très, très confortable. Ouais, donc voilà tous les avantages. Il y a d'autres avantages encore que tu vois? Je gagne bien ma vie. Je suis contente de bien gagner ma vie. Je gagne mieux ma vie que quand j'étais assistante de direction. Alors, j'étais dans une petite boîte. C'est vrai que j'étais un petit peu au-dessus du SMIC, on va dire, mais là, je vis confortablement. Oui. Ouais. Ah, d'accord. Donc, du coup, là, on peut dire quoi? Tu as doublé le salaire? Non, doublé, non, mais disons que je couvre largement mes besoins. Je suis pas en train de regarder à la dépense. Donc, au niveau de l'exploitation même, je fais pas de sacrifice. J'achète ce qu'il faut quand il faut, j'investis, j'ai besoin de choses, je les achète. Donc, je suis pas en train de tout le temps regarder le budget. Et à la maison, je me verse un salaire et il est suffisant pour qu'on vive bien, qu'on puisse… Alors, c'est vrai qu'en même temps, la contrepartie, c'est que j'ai beaucoup moins de temps pour la famille. Donc, je veux pas dire qu'on sort plus, qu'on dépense de l'argent dans les restaurants, même si effectivement on y est allé, on a eu plus d'occasions et plus d'argent pour le faire, mais c'est pas ça qui ressort parce que effectivement je suis très prise, je suis très occupée, des grosses journées. Et là en ce moment, je suis en période, on va dire de repos si on veut, parce que je continue à m'occuper de mes bêtes, mais j'ai plus la partie fromagerie à faire. Donc, il y a une grosse charge de travail en moins. Et c'est la période où je souffle. Donc, c'est la période où, effectivement, je vais dépenser un peu mon argent, où on va sortir et tout ça. Bon, avec le Covid, on le fait pas. Mais c'est géré différemment au niveau du temps et au niveau du temps que je consacre à ma famille. Justement, parlons de ça, parlons un peu des inconvénients. Pas des inconvénients, mais des choses auxquelles on ne se rend pas compte quand on change de voie et quand on va vers cette vie-là. Quels sont les inconvénients finalement? Alors, l'inconvénient majeur, c'est effectivement le temps qu'on passe sur l'exploitation. Ça grève le temps passé avec sa famille. Je travaille le week-end, j'ai pas de vacances. J'ai pas de vacances. Si, je pourrais m'organiser, mais c'est pas un but en soi, puisque moi, je suis vraiment bien auprès de mes bêtes. Donc, je cherche pas à partir. Donc, il y a des services de remplacement si on veut. Mais du coup, voilà, j'ai des très grosses journées. Je me lève très tôt et je me couche assez tard. Enfin, j'arrête ma journée en tout cas assez tard. Et la contrainte, c'est qu'il faut que à côté, il y ait quelqu'un qui supporte le fait de moins me voir, le fait de devoir s'occuper plus de la maison et des enfants.
si c'est contraignant pour la personne qui m'accompagne, là, ça devient un obstacle. Dans l'occurrence, mon mari, il gère, il est d'accord pour le faire, il est content parce qu'il voit que je m'épanouis, donc il le fait avec plaisir. Et quand on se retrouve, on est bien. Et on passe plus de temps ensemble, mais sur l'exploitation. Donc, on parle des chèvres, on sort les chèvres ensemble, on s'occupe des chiens ensemble, on s'occupe de tas de choses. Il m'aide pour faire les fils électriques, pour les clôtures, pour faire des parcs dans la nature pour les chèvres. Donc, on passe du temps ensemble quand même, mais sur l'exploitation. Mais on partage tellement positivement les choses qu'on est bien. Alors, c'est du boulot. En même temps, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est un travail. Pour beaucoup, c'est un travail. Je suis chevrière, je suis fromagère, je vends mes fromages. Mais pour moi, personnellement, c'est pas comme un travail. C'est une activité, passionnante, de laquelle je vis, hein, puisque forcément, il y a une rétribution en argent. Mais c'est une activité. Je vis au contact de mes bêtes et on est en osmose et on est en, l'agriculture, c'est la vie. Et donc, j'ai pas l'impression, moi, de travailler. Une contrainte, oui, c'est de me lever tôt. C'est vrai que me lever à 5 heures, je préférerais me lever 2 heures plus tard, c'est sûr. Mais c'est des petites contraintes par rapport à tout le bonheur que ça apporte. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, en fait, l'inconvénient de se lever tôt, finalement, n'est pas si difficile que ça. On l'oublie vite. On l'oublie vite parce que on est au contact de matière et d'êtres vivants qui nous apportent tellement qu'une fois qu'on est levé et qu'on a passé le cap de il faut se lever, c'est fini, on oublie, on est dans ce qu'on aime faire. Est-ce que l'inconvénient aussi, ça serait le fait que ça soit quand même dur? C'est un métier. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez dur, en fait, pour toi, surtout pour une femme, on va dire? Alors, je pensais que ça serait contraignant physiquement. Je porte du poids, effectivement, et on va dire que je m'active tout au long de la journée. Mais j'ai organisé mes activités pour porter le moins de poids possible. Donc, je répartis, par exemple, les quantités de lait, je les mets dans plusieurs bidons. Je suis aidée mécaniquement, je suis véhiculée. Disons que je suis pas musclore et que malgré tout, je me débrouille très bien. Et la solitude, parce que du coup, être avec les chèvres, bon, c'est génial, mais est-ce que, mais il n'y a pas ce côté un peu solitude dans le sens où tu peux pas tu peux, bien sûr, tu leur parles, moi, je dis pas le contraire. Mais je parle à mes bêtes, oui. Oui, mais est-ce que tu ressens pas cette solitude, on va dire, par rapport au contact humain? Le contact humain, je l'ai. Alors justement, le contact humain, c'était pas ma priorité. Et le contact humain, j'ai eu ma dose, on va dire. Et je continue à l'avoir. Je continue à l'avoir à petite dose et de façon très positive parce que le contact humain, c'est les clients. Et les clients, ils sont le sourire accroché jusqu'aux oreilles quand ils mangent mes fromages. Et c'est très, très satisfaisant. C'est très positif, donc il en faut peu et ça suffit. Voilà. Donc la solitude, je la ressens pas du tout. Ouais, la solitude dans la journée, ça peut être un inconvénient ou pas du tout? On va dire qu'il y a eu des périodes où j'ai eu des stagiaires, des périodes où j'ai eu des amis qui sont venus m'aider, des périodes où il y a eu des woofers. Et c'est des petits moments, on va dire c'est sur un laps de temps assez court, ça soulage quelque temps et on est content quand ils s'en vont. Et donc, voilà, on est content quand ils arrivent, on est content de leur présence. Et quand ils repartent, eh ben voilà, on a profité un petit peu, ça a soulagé, ça a aidé et on reprend avec plaisir les activités à son rythme parce que moi, j'ai des manies, hein, donc je fais quelques sacrifices quand je reçois du monde, quand on vient m'aider, quand j'ai un stagiaire qu'il faut que je forme. Donc, c'est des petits sacrifices. J'ai une petite aide en contrepartie. Et puis, quand je me retrouve seule, eh ben, je suis contente de me retrouver seule. Donc, voilà, sur l'année, il y a des divers moments et ça s'échelonne aussi parce qu'on ne vit pas les mêmes choses tout au long de l'année. Donc, vivre seul, je le vis pas vraiment seul. Puis quand j'ai besoin d'être aidée, ben, je fais appel à quelqu'un. C'est simple en fait de faire appel à quelqu'un. Quelles ont été les difficultés, du coup, j'en parlais tout à l'heure, quelles ont été les difficultés pour toi dans ce cheminement, dans cette transition de vie que tu n'avais pas imaginé, les galères, les difficultés auxquelles tu as été confrontée? Alors, c'est surtout d'ordre administratif.
parce qu'effectivement, on est en France et que monter des dossiers et faire face à l'administration, c'est pas évident. On en apprend tous les jours et puis il faut apprendre la patience. Ça, c'est le gros point auquel j'ai été confrontée, c'est qu'il faut vraiment être patient, attendre que l'administration fasse, elle, son chemin, qu'elle réponde. Et souvent, il faut relancer, donc il faut être persévérant et patient. Et c'était pas mes points forts, donc voilà, je l'ai appris. Et donc c'est vraiment voilà, il y a des surprises parfois, des obstacles des fois comme on comprend pas trop ce qui se passe pour le permis de construire. Est-ce qu'il faut un permis de construire? Est-ce qu'il faut juste une déclaration de travaux? Donc il faut savoir se tourner vers les bonnes personnes. Savoir aller toquer à différentes portes parce que des fois on a des sons de cloche différents, puis on sait que dans l'administration tout le monde n'est pas formé de la même façon, tout le monde n'a pas les mêmes informations ou la bonne information, et des fois il faut prendre l'information à différents endroits pour avoir la bonne. Ouais, je te Voilà, suis. donc j'ai eu de l'aide de la mairie, j'ai eu de l'aide de la chambre d'agriculture, et il y avait et puis d'autres éleveurs. Il faut se tourner aussi vers des personnes qui sont passées par là avant nous et qui disent voilà comment ils ont fait eux pour régler leurs problèmes, et voilà. Et on va Oui. parler maintenant de la formation. Comment on se forme du coup pour être chevrière? Est-ce que c'est nécessaire de se former? Est-ce qu'il faut passer par des organismes? Est-ce que c'est une formation qui est diplômante? Comment ça se passe? Alors c'est indispensable de se former. Ça c'est on peut pas vivre avec des bêtes sans les connaître. On peut pas faire du fromage sans connaître la chimie du fromage, du lait. On peut pas arriver c'est pas possible. Il y a un minimum. Et c'est pas en allant, comme je l'avais fait moi auparavant, 2 ans auparavant, vite fait aller chez l'un et chez l'autre, voir 2-3 trucs. Non, c'est vraiment, il faut y aller en profondeur. On peut pas s'amuser avec des bêtes, on peut pas jouer avec la santé des gens, et donc c'est indispensable de se former. Bien sûr qu'il y a des organismes. Alors ça dépend de si on est adulte déjà, formé. Moi, j'avais une expérience dans le secrétariat, dans la comptabilité, donc cette partie-là n'était pas importante pour moi, mais il y avait quand même l'aspect, on va devenir gérant d'exploitation. C'est pas, j'étais plus secrétaire, j'étais gérante d'exploitation, donc il y a des choses à apprendre là-dessus. Il y a le métier d'éleveur lui-même à apprendre, il y a le métier de fromager à apprendre. À l'adulte en reconversion, c'est donc, on doit aller voir un centre de formation pour adultes, et il doit être spécialisé dans l'activité qu'on veut faire. Donc, en l'occurrence, le mien était à Digne, c'est le CFPPA de Digne, à Carmejeanne, à côté de Digne, qui est spécialisé donc en petits ruminants laitiers. Voilà, donc c'est vraiment, si on veut faire du ruminant viande, c'est encore ailleurs. Si on veut s'occuper des vaches, c'est à Gap. Donc, chaque centre de formation a vraiment sa spécificité. Donc, Mais je qu'est-ce que suis allée. c'est? C'est un CAP, c'est quoi en fait? C'est quoi que tu passes? C'est un brevet professionnel. Voilà, un brevet professionnel, et celui-ci, il s'appelle responsable d'exploitation agricole. Voilà. Et quand on choisit d'être responsable d'exploitation agricole caprine ou ovine, à ce moment-là, on va dans ce centre-là qui nous permet donc d'apprendre à être gérant d'exploitation et d'apprendre à être chevrier ou berger, et d'apprendre à être fromager et d'apprendre la commercialisation. C'est global. C'est D'accord. vraiment bien fait. Et ça dure combien de temps cette formation du coup? 1 année scolaire. D'accord. Donc tu as besoin de ce brevet Ah oui, spécifique et, oui. euh, et, Oui, euh, oui, non et- seulement pour la formation elle-même, mais aussi parce qu'avec une formation validante, diplômante, ça ouvre des portes. Hmm. Sinon, ça fait des démarches supplémentaires quand on n'a pas cette formation-là, parce qu'il faut prouver ses capacités d'être éleveur. La Chambre d'agriculture octroie, enfin, ou la SAFER, ou les organismes qui valident le fait qu'on s'inscrit en tant qu'éleveur, ils sont pas aussi aptes à valider la chose quand on n'est pas formé, quand on Ouais, n'a pas un diplôme. ouais. Les banques, elles suivent beaucoup plus quelqu'un qui a eu une formation que quelqu'un qui n'a pas eu de formation. D'accord, ouais, Donc, je te ça ouvre comprends. des portes. Et c'est cher ou pas cette formation? Toi, elle a été financée par du coup par ton employeur, c'est ça, hein, parce que tu as pris. Alors, la formation, ça dépend. Ça dépend comment. Enfin, je veux dire,
Il faut faire un devis par le centre de formation et moi, elle a été prise en charge à 100%, pas par mon employeur, mais par le FONGECIF. Ah, d'accord, C'est voilà. vraiment le fonds de formation. Après, donc, il peut y avoir Pôle emploi qui prend la formation si on est au chômage, mais il faut se faire aider financièrement. C'est quand même un coût énorme si on n'a pas une épargne quelque part. Ouais. Ouais, parce que sinon, c'est combien? Tu sais à peu près le montant de… Moi, ça a été de l'ordre de 10 000 euros. Ah ouais, d'accord. Entre Ok. 10 et 12 000, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était entre 10 et 12 000 euros. Ouais. Et comment on s'installe du coup alors au niveau de l'investissement, est-ce que c'est un gros investissement quand tu décides de t'installer à ton compte? Est-ce que tu as des aides au niveau de la région, au niveau de… Comment ça se passe un peu? Alors, si on a moins de 40 ans, on a des aides parce qu'on est jeune agriculteur et donc on a des aides qui peuvent être malgré tout contraignantes parce qu'on est beaucoup contrôlé. Si on a des aides, des subventions et tout ça, on est derrière très contrôlé. Donc, des fois, c'est un piège aussi. Il y a plein d'endroits effectivement qui peuvent apporter des aides financières ou des aides, disons, des conseils, des formations. Continuer sa formation, c'est très important. L'investissement va être différent d'une personne à l'autre parce qu'il y a des gens qui vont arriver avec déjà des terrains qui seront issus du monde agricole, donc qui auront déjà la possibilité d'avoir accès au foncier. Ça dépend de si on se met en location ou si on achète la totalité. Ça dépend de tellement de choses que c'est difficile de décrire une solution. Il en existe des tas. Moi, en l'occurrence, dans mon premier projet, j'étais effectivement locataire et j'investissais uniquement dans l'installation, dans le matériel et dans le troupeau, on va dire. Et le reste, c'était de la location. Et là, aujourd'hui, il se trouve que c'est un peu la même chose, sauf que j'ai investi dans un peu plus de choses parce que j'ai construit un bâtiment. Même s'il a coûté nettement moins cher, j'ai investi dans un bâtiment, mais je suis toujours locataire. D'accord. Et pour avoir, par exemple, un troupeau de chèvres, c'est combien? Pour avoir juste une idée, tu vois? Moi, en l'occurrence, ça m'a coûté 500 euros parce que j'ai acheté 40 chevrettes à 10 euros. Ah oui. Parce que j'ai pris des petits animaux. Voilà. Donc, chaque chose va influer sur l'investissement. Ouais. Effectivement, voilà, c'est tellement, comment dire, on peut s'installer de tellement de façons différentes qu'on ne peut pas dire, voilà, vous partez avec 100 000 euros, vous avez votre exploitation. Non, Ouais, c'est difficile. c'est ça que je te disais. 100 000 euros, est-ce que 100 000 euros, c'est le montant à peu près pour avoir une exploitation? Est-ce qu'il faut compter ou bien non, c'est pas du tout, on n'est pas dans ces fourchettes-là pour une exploitation. Il y en a qui vont s'installer avec moins parce qu'ils auront ils n'auront pas installé un grand bâtiment, une serre-tunnel comme moi je l'ai fait. Ils auront fait de l'autoconstruction avec du brick et du broc et les chèvres, elles sont très bien quand même. Donc, il y a des gens qui s'installent avec nettement moins. Il y en a qui s'installent avec nettement plus. Moi, 120 000 euros, c'est un budget intermédiaire, on va dire. Ni trop élevé, effectivement, ni pas assez. Donc, je suis dans le confort quand même de vie. Je risque pas de voir ma serre s'envoler, ça tient debout. Il y en a qui ont privilégié l'installation au niveau de la fromagerie et qui ont fait le minimum pour les chèvres. Mais les chèvres, elles sont bien quand même. Mais c'est vrai qu'on se dit c'est du provisoire, il faudra retaper, ça va pas tenir longtemps. S'il y a la neige, ça tombera. Il faut voir ses priorités. Si c'est vraiment le budget qui est très faible, il y a des moyens de s'installer même avec un budget très faible. Et si on a possibilité d'investir 320 000 euros, 350 000 euros pour avoir une superbe ferme avec beaucoup de terrain, eh ben oui, on peut le faire aussi. On va parler maintenant de ta vie de famille. Du coup, tu disais que tu avais moins de temps avec tes enfants, par exemple. Est-ce que ça, c'est un problème ou c'est quelque chose que vous avez réussi à gérer ou c'est un nouvel état d'esprit pour les enfants Parce que tu disais que on ton l'a très mari… bien géré. Grâce à mon mari, on l'a très, très bien géré. Déjà, pendant ma formation, j'étais pas là. Mon mari a pris en charge toute la maison, les enfants et tout ça. Bon, après, moi, j'ai un avantage, c'est que mes enfants, ils étaient déjà un peu grands. J'ai ma deuxième fille en l'occurrence, qui s'est occupée, la première fille qui s'est occupée de la deuxième. Donc, elle a fait un peu tampon. Il y avait quelqu'un pour s'occuper de la plus jeune. Ça a été très, très facilement géré et mon mari a accepté très bien la situation. Si ça pose un problème, c'est
ça va être difficile pour la femme de porter sa responsabilité en plus d'être chevrière, d'être en plus effectivement à la maison, de devoir assumer les courses, le ménage, les repas. Moi, mon mari a beaucoup pris en charge tout ça. Oui, donc ça peut être culpabilisant, c'est-à-dire ça peut… Oui, Hmm. si le dialogue est pas bien installé, si on n'a pas bien mis les choses en place et si le mari est pas au fait de ce qu'il va avoir à assumer, ça peut être source de conflit. Oui. Et toi, qu'est-ce que la crise, tu sais, avec tout ce qui s'est passé, cette crise sanitaire, comment toi tu l'as vécu? Est-ce que tu as dû apprendre à t'adapter? Comment toi tu as vécu cette crise ou au contraire, les gens sont venus vers toi parce qu'ils avaient besoin de produits du terroir? Comment ça s'est passé pour toi? Alors pour moi, 2 choses, ça n'a été que positif. Les 2 choses. La première, c'est que le confinement, je ne l'ai pas subi parce que je vis à la campagne, j'ai des grands espaces et moi, mes chèvres, je continue à les sortir. Donc mon activité est restée la même et au contraire, moi, je me disais waouh, quelle chance j'ai, quelle chance j'ai. J'ai choisi mon métier au bon moment parce que je n'aurais pas supporté de vivre confinée. Ouais, il y a plein de gens qui ont dû en souffrir. J'ai eu la chance de pas souffrir du confinement parce que moi, j'étais dehors et je continuais à vivre pleinement ce que j'avais choisi de faire. Et la deuxième chose, c'est effectivement ce que tu viens de dire, c'est que les gens sont venus vers les petits producteurs et j'ai eu, comment dire, une foule de gens qui se sont tournés vers moi, qui sont venus chercher mes fromages. Donc mon activité n'est pas du tout partie en, enfin, je veux dire, elle a été propulsée. Au contraire, elle s'est pas affaiblie. Elle a connu un essor. Ça m'a fait beaucoup de publicité parce que chacun parlait à l'autre. Le bouche à oreille est très, très positif dans mon cas. Et chacun a parlé des fromages d'Audrey. Et donc, tout le monde venait me chercher des fromages. J'ai organisé des tournées de livraison. Et donc, tout le monde était super satisfait de pouvoir continuer à manger des bonnes choses. Donc, voilà, c'était très, très positif pour moi. Ah bah super. Donc du coup, toi, en fait, tu as trouvé vraiment la vie qui convenait par rapport aux crises, par rapport à… Voilà, au moins, tu sais… Voilà, au moins, J'ai beaucoup de chance. Ouais, 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 tout à fait. Ouais, justement, qu'est-ce que tu as appris alors? Tu t'as appris quoi exactement? Que j'étais capable de travailler et de travailler seule. Et comment dire, j'ai appris la satisfaction de faire les choses par moi-même. Toujours avec de l'aide, oui. Quand mon mari, c'est vrai, il y a des choses que je suis pas capable de faire. Je suis pas devenue non plus super woman et j'ai pas toutes les techniques pour faire certaines choses. La serre-prunelle, j'aurais jamais pu la monter toute seule. La fromagerie, jamais pu la faire toute seule. Mais il y a tellement de choses que je suis capable aujourd'hui de faire que je pensais pas être capable, comme effectivement faire des fromages et, et adapter pour trouver toujours pour faire le meilleur fromage et puis trouver comment dire, être suffisamment commerçante pour vendre mes fromages. Tout ça, oui, j'ai appris aussi à être multitâche, puisque je suis bergère, je suis éleveuse, je suis infirmière de mon troupeau, je fais des fromages et je les commercialise. Je fais toute la chaîne et j'adore ça, de voir que au départ, il y a des bébés, il y a du lait, il y a des animaux qu'il faut nourrir, qu'il faut sortir, qu'il faut qu'ils aillent en nature pour avoir du soleil, qu'il faut qu'ils se dégourdissent les pattes pour être musclés et tout ça, pour faire des beaux bébés. Et qu'à la fin de la chaîne, il y a des sourires accrochés aux bouches des gens qui mangent mes fromages. C'est toute la chaîne et ça, c'est très satisfaisant. Et le bonheur alors? Parce que du coup, tu disais que quand tu étais dans ton ancienne vie, ce que tu disais au tout début de notre discussion, que voilà, tu avais l'impression de ne pas être vraiment utile, d'être sur ton canapé. Et voilà, aujourd'hui, ta vie a vraiment a du sens. Tu sens que maintenant, tu es utile, tu as du sens dans ta vie. Et comment tu te sens justement utile à toi, aux autres? Je suis vivante. J'agis, ça a de l'effet, ça fait comment dire des bons produits. Les produits, ils satisfont les clients. Il y a toute une chaîne de satisfaction et le bonheur, il est là. Dans toutes les petites choses que je fais qui finissent par être, voilà, c'est plein de détails. Comment dire, de réussir par soi-même, c'est déjà le bonheur. Je te remercie pour cette discussion, Audrey. Ça a été passionnant.
Tu nous as fait vivre, on était dans les pâturages avec toi, là, c'est vrai. Merci beaucoup, Audrey, pour ce beau partage. Ça a été un plaisir pour moi de discuter avec toi, d'en savoir un peu plus sur ta nouvelle vie. Et donc, on se dit nous à bientôt. Oui, avec plaisir. Au revoir, Bonne Audrey. journée. Au revoir, Gladys. Voilà, cette émission s'achève. J'espère que tu as passé un bon moment avec Audrey. J'espère que tu as énormément appris à ses côtés. Donc voilà, j'espère que toi aussi, tu auras les réponses à tes questions. Et si tu veux suivre les prochains épisodes, pense à t'abonner à notre chaîne YouTube ou à Spotify. Moi, je te dis à bientôt au prochain épisode. Ciao, ciao!